télévision et la radio nationale. Quelle stratégie adopter? Y a-t-il un modèle à suivre? Autant de questions auxquelles Yasmine Cheib a essayé d'apporter des réponses avec des experts. Un reportage de 13 minutes et on revient juste après pour débattre notre thème. Refléter une émotion, faire rêver, plaire aux différentes franges de la société, mais également renforcer l'identité nationale chez plus de 38 millions d'Algériens, c'est ce que le service public de l'audiovisuel s'efforce à assurer. Exactitude, pertinence, respect, indépendance et impartialité, autant de notions qui le définissent. Il est le moyen utilisé par l'État pour assurer la cohésion sociale de l'ensemble de la collectivité, sans exception aucune. Il est par essence financé par l'État, fait pour le public et sous la surveillance et le contrôle des représentants de ces services publics. Il puise son financement de 3 sources, l'État, la redevance prélevée sur les factures des ménages et la publicité. De surcroît, le service public de l'audiovisuel est une stratégie tournée vers l'avenir, mais selon des spécialistes, il n'y a pas de modèle à suivre de service public, mais des inspirations. Le service public, tel qu'on le conçoit, ce sont des hommes et des femmes qui chaque jour œuvrent vers un public. Le service public, c'est des hommes et des femmes qui ont une mission, et la mission de transmettre des choses, de l'information de qualité, de l'information impartiale, du divertissement, et puis créer un lien avec les auditeurs et téléspectateurs. Et puis le public, c'est évidemment l'endroit où on aimait. On doit parler à un public et lui proposer des programmes qui lui correspondent, qui va lui parler. Qu'est-ce qui fait un service public audiovisuel? On s'est accordé pour dire qu'il s'agissait d'émissions, des types de programmes, mais des types particuliers, puis en même temps tous les types de programmes. Le service public doit tout faire. Il doit faire tout, ça veut dire qu'il doit aussi faire des programmes qu'on appelle spécifiquement de service public. C'est un rapport à l'audience. C'est une exigence de qualité. C'est une stratégie multi-support, innovante et tournée vers l'avenir. Et puis c'est aussi une gestion non commerciale, mais très rigoureuse, avec un souci de transparence et finalement un certain rapport au pouvoir public qui assure l'indépendance, l'impartialité, mais aussi la responsabilité. La pratique du service public n'est pas unique. Qu'il n'y a pas de recette miracle, qu'il n'y a pas de prêt-à-porter dans le service public, pas plus qu'il n'y a de prêt-à-penser. Chaque pays développe son propre service public en fonction, de ses besoins, de son niveau de développement, de l'état sociologique et culturel de sa société, de ses contradictions, de son origine, de son histoire et de ses capacités. Pour ce qui est du public algérien, il faut quand même être fidèle à sa représentation. C'est quand même 75% de la population qui a moins de 35 ans. C'est quand même la moitié de femmes. C'est aussi des personnes qui représentent différentes franges de la société. Donc il s'agit dans un service public d'apporter des informations et de répondre au fameux triptyque du service public, qui est celui d'informer, d'instruire et de divertir. Des exigences croissantes sont émises par les publics. Le service public de l'audiovisuel algérien, avec ses différents canaux, tend à se rapprocher le plus des citoyens. Mais selon les experts, cela n'est pas suffisant, car la mission du service public obéit à certaines règles d'intérêt général. La télévision algérienne a une mission de service public, c'est clair. D'abord, c'est une chaîne publique, donc elle est en premier chef concernée par le service public. Est-ce qu'elle répond à cette attente? Cela dépend. Cela dépend des périodes, cela dépend du contexte politique, social, etc. Elle a joué ce rôle parfois. Il y a eu des moments où vraiment elle a assuré ce service public, mais il y a eu des moments où d'autres considérations politiques, sécuritaires, peuvent bloquer cette notion de service public. Il y a un déficit extrême. Bien entendu, il y a des actions qui sont menées à travers certaines émissions d'améliorer cela. Il y a des séquences de l'histoire aussi où ça s'est amélioré un peu plus que d'autres. Dès le lendemain de l'indépendance et dès la prise de contrôle de la RTA le 28 octobre 1962, le secteur a connu d'énormes investissements. Objectif, améliorer la couverture de la radio et de la télévision sur l'ensemble du territoire national.
Une période durant laquelle la télé a joué un rôle dans la révolution agraire, dans l'émancipation de la société et la création d'un imaginaire national. Durant le printemps des médias de 1989 à 1992, la télévision et la radio ont connu les premières émissions et les premiers talk-shows politiques en direct avec des leaders de l'opposition, et ce, longtemps avant l'avènement des chaînes satellitaires arabes. Cependant, pour des raisons sécuritaires, cette initiative a été interrompue. Pour nous, Algériens, nous n'avons pas à être complexés par rapport à cette notion. Nous l'avons pratiquée. Malheureusement, c'était une parenthèse qui s'est assez vite refermée pour des raisons que tout le monde connaît. Notre pays a traversé une période très difficile à partir du début de l'année 1992, ce qui a stoppé ou contrarié cette dynamique de mutation vers le statut de service public. La radio, la télévision ont contribué au lendemain d'une Algérie sortant d'une guerre extrêmement difficile à conforter le lien social. Il y a eu la mise en place de ce que j'appelle moi un imaginaire national. C'est ce qui fait que quelqu'un qui était de Constantine pouvait totalement se reconnaître dans Khalifa Ahmed, dans Chérif Khaddam, parce qu'on comprenait que ça faisait partie de notre patrimoine, de notre imaginaire. On a eu, vous le savez très bien, cette période de ce qu'on a appelé la décennie noire, où là, la télévision algérienne s'est trouvée, si vous voulez, prise entre sa mission de service public, mais aussi par des considérations sécuritaires, etc., où elle a dû faire marche arrière. Et ça a été un grand débat. Est-ce qu'on continue à donner l'information? Est-ce qu'on continue à mettre l'information au service citoyen? Ou est-ce qu'il fallait remodeler cette information en fonction des aspects sécuritaires, en fonction donc, des intérêts, j'allais dire, vitaux de l'État et de l'Algérie à l'époque. Dans l'actuel paysage audiovisuel, l'émergence des chaînes privées est une réalité. Par ailleurs, un service public doit être érigé au rang de l'exemplarité. C'est donc grâce à cette valeur d'exemplarité que la télévision et la radio pourront se démarquer des chaînes privées. La survie des chaînes publiques dépend de cette mission de service public. Et là, l'enjeu est vital. C'est aux chaînes publiques, et je pense à la télévision algérienne. De prendre ces chaînes et les faire, si vous voulez, monter à un niveau supérieur. Et ça doit être la locomotive, le leitmotiv, si vous voulez. Et c'est là le rôle crucial des chaînes publiques. La radio algérienne, à travers ses 48 radios locales, 4 thématiques et 3 nationales, a entrepris depuis quelques années un travail de proximité à travers des campagnes de sensibilisation. Un rapprochement qui lui permet d'être plus à l'écoute de ses auditeurs. Je crois qu'il faut quand même dire qu'en matière de rendu, le service public est franchement fidèle à ses engagements de ce côté-là. Donc je pense qu'actuellement, nous sommes, en tout cas nous faisons le maximum pour répondre aux préoccupations et aux besoins de nos auditeurs, parce que nous sommes d'abord et avant tout travailleurs d'une chaîne, mais nous sommes surtout des citoyens algériens. C'est vrai que le grief le plus important pour nos chaînes publiques, c'est qu'elles sont encore dans un carcan bien précis. C'est toujours ce qu'on appelle l'information protocolaire. C'est important pour le citoyen qu'il le sache, mais vous savez, l'information, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe la journée même. Et là, je crois que la télévision algérienne, donc la télévision publique algérienne, doit faire un effort pour intéresser le spectateur. Se mettre au diapason des pays développés en termes de services publics à l'audiovisuel, s'inspirer de leurs expériences tout en préservant l'identité nationale sont les objectifs majeurs des responsables de la télévision algérienne et de la radio algérienne. Cette question a même été débattue récemment lors d'un séminaire qui a réuni professionnels nationaux et étrangers. Pour cet expert, ayant travaillé près de 20 ans à la BBC, l'axe fondateur du service public n'est autre que la confiance du téléspectateur, une confiance qu'il faut toujours préserver. Avec un maître mot, être proche du public. Le problème avec la confiance, c'est que quand on le perd, c'est très difficile à regagner. Donc, dans un moment où on peut-être n'a pas la confiance du public, si le public pense que la télévision, l'audiovisuel ne sert pas au public, il faut une conversation avec le public. Il faut les rencontrer, il faut parler avec eux, il faut poser des questions. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous n'aimez pas de ce qu'on fait. Et quand on fait une erreur à l'écran ou à la radio, c'est la réaction à l'erreur par la télévision qui est très très importante.
Donc, ils sont quand même... Autre expérience, autre défi, la RAI. Ce groupe a gardé le monopole de l'audiovisuel pendant près de 41 ans. Après l'ouverture du champ audiovisuel, la concurrence s'est installée. Pour y faire face, la RAI a mis en place une stratégie qui s'articule autour de deux axes. La coopération au niveau international d'une part et la qualité des programmes proposés d'autre part. Une nécessité pour se démarquer des chaînes concurrentes. Avec cette stratégie, la RAI a pu arracher la confiance de près de 70% d'Italiens. Spécial, donc, Les services publics italiens ont dû faire face aux concurrents et vraiment en essayant de mettre en valeur tout ce qui est la distinction du service public. Donc vraiment cibler ces programmes sur la qualité et essayer de maintenir la mission du service public et donc axer toutes ces activités sur le valeur et les principes du service public et bien sûr s'investir de plus en plus sur les technologies. Donc être toujours à l'avant-garde des innovations. Et je peux dire après 40 ans qu'on a réussi parce qu'aujourd'hui la RAI en tant que groupe et en tant que chaîne principale est leader dans le paysage audiovisuel italien. Un groupe de travail a été dégagé à l'issue de ce séminaire pour rédiger les conclusions de 2 jours de travaux qui seront distribués à l'ensemble des professionnels de l'EPTV et de la radio. Les professionnels s'accordent à dire qu'actuellement, un renouveau du service public est indispensable pour préserver sa place face à la concurrence. Mais pour nous, Algériens, que retenir dans la pratique du service public ? Eh bien, nous devons d'abord mettre un certain nombre de balises qui vont définir le périmètre dans lequel nous devons tous évoluer, avec un objectif et un seul, celui de positionner le service public de l'audiovisuel comme étant une option stratégique dans le futur de notre pays. Le service public de l'audiovisuel en Algérie, c'est l'élévation des capacités professionnelles dans l'ensemble des métiers qui font la chaîne de la production audiovisuelle. Il est clair que la concurrence sera pour nous un véritable défi de qualité. C'est-à-dire pour être compétitif, pour être crédible, pour être efficace, il faudra donc redoubler d'efforts dans la qualité de l'information, du travail que nous allons apporter. Et donc en ce sens, on peut dire que les perspectives sont celles du défi de la professionnalisation, je pense. De grands défis guettent le service public, notamment l'omniprésence de tout genre de médias. Pour assurer au public un meilleur accès à la qualité, les avis des experts étaient unanimes. La formation des professionnels doit jouer un rôle primordial pour suivre l'évolution des événements et le traitement rapide de l'information. Mais il n'en demeure pas moins que C'était donc un reportage signé Yasmine Chaïb. Retour sur le plateau de questions d'actu pour présenter d'abord nos invités. Ce soir, il s'agit sans plus tarder de M. Belkacem Hassan Djebla. Vous êtes professeur associé à l'université ou l'École nationale du journalisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salim Agar, journaliste, critique cinéma, réalisateur, mais vous occupez actuellement la fonction de rédacteur en chef du quotidien national L'Expression. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous, M. Mohamed Badreddine, assistant du directeur général de la radio nationale. Et également avec nous, M. Mustafa Khlifi, sociologue de formation, ex-enseignant à l'université de télévision. Vous avez occupé plusieurs postes au sein de l'E1TV. Vous avez également signé 2 ouvrages. Un des ouvrages aborde justement la problématique de la télévision publique. Justement, je vous pose ma première question. Alors, nous avons de nouvelles lois, une nouvelle donne. Des télévisions privées nationales sont autorisées à diffuser en Algérie. Cette nouvelle donne, donc, elle a un impact sur le paysage médiatique. Comment voyez-vous donc cette situation? Une question d'ordre général pour commencer, M. Mustafa Khlifi. En premier lieu, je vous remercie pour l'invitation. C'est vrai que nous avons une nouvelle donne qui est l'ouverture de la télévision à l'investissement privé national. À travers le reportage, on parlait beaucoup plus de télévision algérienne. Aujourd'hui, il faut corriger un peu ce concept. Il faut parler dorénavant de télévision publique algérienne pour se démarquer des autres télévisions algériennes qui sont privées. En deuxième lieu, je rappelle seulement
que la télévision publique algérienne ne se trouve pas en concurrence à partir du début du lancement des télévisions nationales privées. Je rappelle l'expression de Abdou Benziane, que Dieu ait son âme, qui déjà en 1993, lors d'un séminaire sur la télévision publique, il a bien intitulé sa communication « La télévision algérienne, une télévision parmi tant d'autres ». Donc, je rappelle que la télévision publique algérienne est en concurrence depuis plusieurs décennies. La différence aujourd'hui, c'est que on recevait des programmes qui ne sont pas généralement algériens, des programmes étrangers qui intéressent les téléspectateurs, qui pouvaient les voir à travers sa télécommande. Aujourd'hui, nous recevons, le téléspectateur reçoit à partir de plusieurs plateformes des programmes algériens qui sont en concurrence, quelle que soit leur qualité. Donc le défi de la télévision publique algérienne aujourd'hui, qui était au niveau national unique, est de se transformer en télévision leader. Et pour ça, il y a beaucoup de choses à faire. C'est la question à laquelle nous allons essayer d'apporter une réponse tout à l'heure. Mais je repose la même question à M. Hassan Djabla, toujours autour de ce nouveau paysage médiatique qui s'installe. Vous qui connaissez très bien le paysage médiatique, notamment, que ce soit audiovisuel ou autre, M. Hassan Djabla. Merci. Non, d'abord, on souhaite la bienvenue à la loi sur l'audiovisuel, une loi qui était attendue et qui attend depuis bien longtemps. Hein. Donc enfin, l'audiovisuel, tout particulièrement privé ou même privé en partenariat avec le public, peut-être. Donc qui vont, disons, sur le plan légalement être, disons, admis. Mais je crois que quand même, je crois que la problématique de fond, ce n'est pas tant le fait d'ouvrir le paysage, parce qu'en fin de compte, comme disait Khalifi, le paysage, mon Dieu, il est largement ouvert, hein, grâce aux satellites, depuis déjà des décennies et des décennies, hein, et depuis quelque temps, il est ouvert même à des chaînes algériennes se trouvant à l'étranger, dont les sièges sociaux sont à l'étranger. Donc le problème, en fin de compte, il était déjà à moitié résolu, mais reste l'autre moitié qui est la plus importante, en fin de compte, c'est ce concept de service public. Moi, je crois qu'il est temps, et c'est pour ça que ce débat aujourd'hui est utile, et on espère qu'il y aura d'autres débats, justement pour permettre à la fameuse autorité qui va régir tout cela, de régir de la façon la plus correcte possible. Donc c'est de revenir à cette notion, à ce concept de service public. Parce qu'auparavant, il me semble qu'on reste encore toujours lié, disons, dans notre façon de penser, un petit peu à l'ancien système. C'est-à-dire où il n'y avait que le secteur public. Au niveau de la presse, dans son ensemble, alors secteur public, service public, et donc il y a une sorte de confusion dans les concepts. Une nuance, oui. Il y a eu une confusion. Or, déjà en 90, il y avait déjà, avec la presse écrite privée, cette notion de service public a déjà évolué. C'est-à-dire que le service public, je suis désolé de le dire ou de contredire, je ne sais pas, mais le service public, ce n'est pas uniquement l'apanage des organes du secteur public. C'est-à-dire que le secteur privé se doit d'assurer un service public. Le droit, et même, je dirais même le devoir. Se doit. Non, une obligation, c'est peut-être un peu trop. Mais disons, a le droit et a aussi le devoir, j'allais dire moral, d'assumer le service public, bien sûr. Il y a, et en matière de gestion des médias, il y a des sortes de compensations, etc., de toutes sortes, hein, dans le cadre de cahiers de charges. Les fameux cahiers de charges dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui sont très très importants. Donc il y a donc c'est la façon dont le service public doit être appliqué un peu à tout le monde et par tout le monde, bien sûr à des degrés divers, avec des compensations diverses, et
il y a aussi, je crois qu'il faut revenir à la redéfinition du concept. D'une façon générale, on parle moins de service public à travers le monde, que d'intérêt général. L'intérêt général, l'intérêt public, c'est-à-dire qu'il touche soit toute la société, soit des groupes de société, et ne pas tomber. Parce que là, beaucoup de gens pensent que subir, je suis désolé de le dire, les caprices du public, c'est faire du service public. Non, ce n'est pas du service public. Ce n'est pas du service public que de subir les caprices, je dis bien, je ne dis pas la demande sociale. Donc c'est tout ça qu'il faut repenser. Et je crois qu'il serait bon d'accentuer, d'aller plus loin dans le débat autour de ça. Et le débat qui s'installe aujourd'hui, on a dépassé un peu l'ouverture qui a été consacrée par la loi. Vous avez dit tout à l'heure que la problématique, ce n'est pas d'ouvrir, mais un peu repenser cette nouvelle donne. Monsieur Salim Agar, on parle justement du service public qui doit être présent notamment dans le service privé également. Le meilleur exemple, c'est la France. Quand vous prenez l'exemple de TF1, qui était la première chaîne publique française et qui a été privatisée au lendemain de l'ouverture des télés privées en 82, quand le gouvernement socialiste de Mitterrand est arrivé, il avait privatisé TF1, mais TF1 est resté un petit peu cette première chaîne publique de France. Aujourd'hui, je pense que avec l'arrivée de cette loi sur l'audiovisuel, ça va éclaircir un petit peu le paysage audiovisuel national. Mais cela dit, la télévision algérienne doit être toujours le leader en matière d'audiovisuel parce que c'est un petit peu, comme on dit dans le jargon de la téléphonie mobile, l'opérateur historique. Donc, si vous prenez l'exemple seulement de l'Europe, prenez l'exemple de la France, de l'Allemagne ou de l'Italie ou de l'Espagne, toutes les télévisions publiques... Cela dit, l'opérateur historique aujourd'hui en Algérie n'est pas leader. Ça, c'est une autre paire de manches, parce que c'est une ouverture de marché, c'est une démocratisation, c'est un autre domaine. Mais je dis toujours que, par exemple, si vous prenez l'exemple de l'Allemagne ou de l'Espagne ou de l'Italie, les télépublics sont toujours les leaders en matière d'audiovisuel. Et ils ont le monopole toujours du sport, tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est politique, tout ce qui est divertissement. Prenez le meilleur exemple, c'est l'Italie. Monsieur Khlifi en connaît un petit bout, il en a parlé dans son livre. C'est quand Mediaset de Berlusconi est arrivé, elle a essayé de battre un petit peu la RAI, mais elle n'a pas pu. La RAI était devenue toujours le leader de la télévision dans le monde audiovisuel italien. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui il y a une révolution audiovisuelle? D'abord pour deux facteurs essentiels. Premier facteur technique. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de loi audiovisuelle pour créer une chaîne de télévision. La loi n'est venue que pour faire un peu le ménage ou réguler les choses. Aujourd'hui, n'importe quelle... Les chaînes sont de droit étranger. De droit étranger, oui. Peu importe. Aujourd'hui, le monde audiovisuel est sans frontières. Il est open. Vous avez... L'exemple de MBC, le groupe saoudien, est le meilleur exemple. C'est un groupe audiovisuel financé essentiellement par des capitaux saoudiens, mais ce n'est pas la télévision saoudienne. Même chose pour les Qataris. Vous avez Al Jazeera, qui est une chaîne un petit peu dirigée par un conseil d'administration local, mais ils ont toujours leur télévision publique, c'est Qatar TV. Pour revenir un petit peu au rôle de l'audiovisuel public, aujourd'hui, son rôle, c'est de garantir un petit peu la ligne. J'allais parler du deuxième facteur qui a poussé à l'ouverture ou, disons, à l'arrivée de la loi audiovisuelle, c'est les révolutions arabes. Aujourd'hui, malgré les révolutions, on s'attendait à ce que les télépublics des pays comme l'Égypte et la Tunisie tombent en ruine. Eh bien non. Tunisia et le Masriya en Égypte sont toujours leaders dans leur paysage audiovisuel local. Tout ça parce que d'abord, les télévisions publiques ont une stratégie, ils ont un programme, une grille, ils ont une politique, ils ont surtout un cahier de charges, ce que les télévisions privées n'ont pas. Aujourd'hui, quand on parle de 12 chaînes privées algériennes qui un petit peu se baladent sur Nilsat,
vous avez 2 ou 3 réellement qui en à part entière, c'est des télévisions professionnelles. Le reste, c'est des télévisions de bricolage. Quand on dit bricolage, ça veut dire qu'on fait du remplissage de programmes. Il y a des chaînes qui diffusent des films dont ils n'ont même pas acheté les droits. Je vous cite un exemple. La télévision algérienne paye l'équivalent de, je crois, 500 millions de centimes à l'ONDA en droit d'auteur pour la musique et tout ce qui concerne les droits artistiques. Les chaînes privées, ça s'est posé aussi pour la chaîne privée tunisienne Nesma, c'est que ces chaînes diffusent des programmes dont ils ne payent même pas les droits. Et tout ça, la loi audiovisuelle va réglementer tout ça, notamment avec l'ARAV, l'autorité de régulation. Monsieur Boudardine, je me tourne vers vous, vous qui êtes un homme de radio. Alors, on parlait justement de ce défi qui se pose pour les médias publics. Alors, leader ou pas leader, est-ce que la même problématique se pose pour la radio nationale ? Oui, tout à fait. Je voudrais d'abord souligner quelque chose. Donc, la venue de ce texte qui vient d'être adopté par les 2 chambres du Parlement, l'Assemblée populaire nationale ainsi que le Conseil de la Nation. Ce nouveau texte, à mon avis, il consacre des acquis significatifs, à savoir la consécration de la liberté de l'exercice de l'activité audiovisuelle donc, en Algérie. Il consacre aussi en deuxième lieu la mission du service public puisque le texte il stipule que l'activité audiovisuelle est une mission de service public et il consolide aussi le secteur public audiovisuel dans la scène audiovisuelle nationale. Donc c'est des acquis à mon avis importants qu'il fallait peut-être souligner. Maintenant, on a mis du retard, on a mis du temps pour avoir l'ouverture, pour consacrer cette liberté d'exercice de la communication audiovisuelle. C'est vrai, on a mis 24 ans, donc après la promulgation de la loi sur l'information en 90, mais aussi il y avait des priorités, il y avait tout un contexte sécuritaire, économique et social qui a pesé lourdement donc, sur les dossiers et sur l'actualité en Algérie. Maintenant, la question du service public. Dans le monde, d'abord, c'est un concept qui a vu sa naissance donc, au continent européen. Après la Deuxième Guerre mondiale. Il a été un petit peu développé, propagé, émancipé donc, suite à la crise de l'audiovisuel public, comme il vient de le souligner M. Salim Aggar donc, il y a un instant. En 1986, plus précisément, une grande chaîne publique française passe du public au privé. Il y avait la montée des chaînes commerciales, il y avait un libéralisme à outrance, il y avait aussi des insuffisances concernant le financement de l'audiovisuel public. Ça a été constaté en France, ça a été constaté dans pas mal de pays européens. Donc cette situation a poussé un petit peu la réflexion vers une troisième voie qui est cette conception de service public qui est une troisième voie qui devait apporter des solutions aux limites constatées concernant l'option étatique qui assurait l'officiel et l'institutionnel et l'option aussi commerciale qui délaissait les programmes de qualité. Donc, si on peut aussi citer quelques facteurs qui ont milité au développement de la notion du service public donc, dans le monde, il y a donc les méfaits de ces 2 modes de diffusion, donc le mode étatique et le mode aussi commercial, ainsi que la montée de la démocratie moderne donc dans plusieurs pays et qui nécessitait une participation des citoyens et de larges espaces d'expression. Les médias publics sont en fait confrontés à 2 situations. La première, enfin, c'est l'enjeu commercial qui impose aussi une concurrence rude qui s'annonce, mais aussi l'impératif d'assurer un service public.
C'est-à-dire qu'il y a deux missions qui sont totalement différentes, mais qui imposent donc tout à fait. Donc, un grand travail pour les médias publics. Tout à fait. En Algérie, si on voit un petit peu les textes, dès l'ordonnance de novembre 69, la mission du service public elle est consacrée dans les textes. Elle est aussi consacrée donc, à travers les différents codes de l'information. Je m'arrête par exemple à l'article 59 de la loi du 12 janvier 2012, donc l'article 59 qui stipule que l'activité audiovisuelle est une mission de service public. Le cahier de charge de 91 aussi, donc il stipule que l'activité audiovisuelle est une mission de service public. Dans les programmes aussi, que ce soit à la radio ou à la télévision, donc les grands axes des programmes donc, sont versés dans le sens de la consécration du droit du citoyen à l'information, de la formation et du divertissement qui sont le sens même du service public. C'est vrai, au plan macro, donc on se situe au centre de la mission du service public quand on fait un petit peu le rappel et le bilan des deux entreprises et des deux opérateurs de l'audiovisuel, la radio et la télévision. Mais au plan micro, c'est vrai, on peut aussi constater quelques insuffisances ici et là, mais aussi il faut souligner une chose, c'est que le service public ne veut pas dire uniquement ouverture politique, il veut dire aussi des programmes de qualité au service des larges couches et des catégories d'auditeurs. Avant de parler justement des lignes éditoriales du message politique, on va s'attarder un peu, Mostafa Khlifi, je vous pose la question, pour rester un peu dans ces défis lancés par le nouveau paysage médiatique, surtout pour une télévision publique qui doit assumer deux responsabilités. Alors l'intérêt général, mais aussi son côté commercial. Oui, il faut partir d'une évidence, c'est qu'une télévision, est comme toute entreprise, est une entreprise économique qui doit assurer son équilibre économique. La problématique du financement se pose aujourd'hui à la télévision algérienne comme elle s'est posée pendant des décennies à tous les services publics de télévision de par le monde. La mission de service public, elle est soumise, j'essaie de contredire Hassan Jaballah, c'est que les télévisions privées peuvent assumer des missions de service public. Mais la télévision de service public est assujettie à des missions de service public. C'est ça la grande différence. C'est ça la grande différence. La télévision privée, pour assurer sa survie, parce que c'est avant tout une entreprise économique qui doit équilibrer ses budgets, qui doit rentabiliser ses programmes, est obligée d'assurer son financement, notamment à travers la publicité, le parrainage, le sponsoring et d'autres formes de création de revenus, etc. La télévision publique ou le service public de télévision, généralement, c'est un service d'intérêt général, comme l'a si bien dit Hassan Jaballah. Donc c'est une télévision qui doit être financée en grande partie par son public. Par son public. Généralement, c'est à travers ce qu'on appelle la redevance du droit d'usage d'une radio ou d'une télévision publique. Qu'en est-il actuellement en Algérie? En Algérie, le citoyen algérien paye pour la radio, la télévision et la télédiffusion. Nous avons une entreprise qui assure la transmission de l'image et de son de ces établissements vers les foyers. Ces trois entreprises, le citoyen paye pour ces trois entreprises 400 dinars par an. C'est l'équivalent de même pas 4 euros. Alors que pour les télévisions publiques développées, notamment en Europe, on parle de centaines d'euros par an. En Allemagne, c'est 216 euros plus exactement. Par exemple, 216 euros. 200 euros. En France, il vient de l'augmenter. La différence entre
44, 4 euros, même pas 4 euros, selon le marché officiel de change, et 200 euros ou 100 euros. Donc, il y a une grande différence. Et là, il y a un enjeu. Et ça a été, de mon point de vue, l'un des principaux points du débat concernant le projet de loi sur l'audiovisuel. C'est la publicité. C'est la publicité, c'est certains intervenants au niveau de l'Assemblée se sont concentrés sur la question du thématique et du généraliste, etc. Parce que généralement, une chaîne thématique n'attire pas beaucoup d'annonceurs. Elle n'attire pas, ce qui la met en position de faiblesse dès le départ. Donc, toutes ces questions font qu'il faut différencier en matière économique, en matière commerciale, entre la télévision privée et la télévision publique. La télévision publique est obligée et soumise à des suggestions de service public. Elle doit améliorer la qualité des programmes. Elle doit innover. Elle doit élaborer des programmes qui touchent toutes les catégories des téléspectateurs. Et elle doit fédérer les téléspectateurs. Tout ça nécessite un effort financier important et soutenu pour produire ce genre de programme. Et vous pensez que les pouvoirs publics sont conscients de cette situation? Je pense que oui. Je saisis cette occasion parce qu'il y a des choses qui ne sont pas données au public dans le projet de loi sur l'audiovisuel. Moi, je l'appelle toujours projet tant qu'il n'a pas été encore promulgué. Oui. Promulgué. Dans le préambule, l'exposé des motifs, dans l'exposé des motifs, il y a une part importante. Il y a une expression claire qui dénote la volonté de l'État de développer et de consolider le service public et de l'aider. Et j'espère que ce n'est pas une déclaration d'intention. Le secteur public ou le service public? Le secteur public. Le secteur public. C'est le Moi, je suis pas d'accord. Est-ce que l'État va financer des chaînes privées? Non, il faut au niveau des concepts être très clair. Être très clair. C'est vrai, il y a un secteur public de l'audiovisuel qui existe et qui appartient à la communauté nationale, qui appartient à tous les citoyens. Et lui, il est astreint à toutes les charges de service public, j'allais dire à 110%. Mais encore faut-il lui donner les moyens. Non, mais justement, à travers les cahiers de charges, à travers ce qui va... Bien sûr, il y a une nouvelle... Peut-être qu'il faut redynamiser ce soutien de l'État. L'État, quand je dis État, c'est-à-dire qu'il représente là, bien sûr, il faut revoir fondamentalement énormément de choses. En matière, on parlait tout à l'heure de compensation. Ces compensations d'ordre financier, elles sont multiples, elles sont diverses. Il peut y avoir la subvention directe. Bon, on sait, au niveau de la loi de finances, chaque année, vous avez une ligne, c'est aide de l'État à la télé, à la radio, aux entreprises publiques. Un budget de fonctionnement. Non, fonctionnement, mais il y a aussi l'équipement qui vient aussi. Donc, il y a aussi l'équipement. Donc, il y a cette aide qui est aussi pour la PS, qui est un secteur public, pour la radio, pour TDA. Elles sont 4, je crois. Avant, il y avait la production aussi. Bon, mais je ne sais plus si ça existe encore. L'ex-1PA, oui. Donc, ce sont les 4 ou 5 du secteur public qui sont astreintes. Bien sûr, il faut qu'il y ait des compensations, un soutien financier multiforme. C'est-à-dire, demain, par l'histoire de la redevance, par exemple. La redevance, il faut que les choses se clarifient de façon... c'est-à-dire, bon, et il y a, parallèlement, ce qui va advenir, c'est le secteur audiovisuel privé, celui-là qui pourrait être astreint aussi à des suggestions de services publics, bien sûr, contre des compensations, et ça doit être défini par les futurs cahiers des charges qui vont être déterminés par l'autorité de régulation. Pourquoi tout ça?
parce que l'audiovisuel, il y a le problème des fréquences, c'est une ressource naturelle qui est limitée, qui ne peut pas être... C'est pour ça que l'État est celui qui concède, etc., à l'exploitation. Donc il est tout à fait normal que l'État soit derrière tout le mouvement, toute la dynamique, bien sûr, sans qu'il y ait trop d'interventionnisme au niveau des individus ou des groupes ou des pouvoirs éparpillés sur la ligne éditoriale, etc. Donc il faut qu'il y ait cette différenciation. Oui, justement, pour vous préciser ma réflexion, permettez-moi de vous lire un extrait de l'exposé des motifs du projet de loi. Il dit clairement, en parlant du texte de loi, il dit clairement qu'il ne se limite pas à la seule prise en charge de la problématique ou des problèmes liés à l'ouverture de l'audiovisuel. Il s'inscrit dans une perspective plus large, celle d'une refondation du paysage audiovisuel national, articulée autour des missions des services publics. Mais il poursuit. Autour des missions de service public, dont la pérennité ne peut être garantie que par un secteur public performant. C'est évident. Qui doit jouer le rôle de locomotive. C'est ça l'objet. C'est ça l'objet. Non, c'est pas l'objectif. C'est pas le seul objectif. Non, c'est ça l'objet de mon intervention. Ah oui, non, je suis d'accord, Marc. En disant aussi que cette mission doit être assurée en toute indépendance et en toute responsabilité. Donc, ce qui fait, c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que c'est une déclaration d'intention ou une volonté réelle? Et si c'est une volonté, ça va être tout un programme d'avenir, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure de votre intervention, il faut redéfinir le concept de service public. Et moi je le dis, on va le redéfinir pour essayer d'imaginer la télévision de service public de demain. Malheureusement, ce n'est qu'un exposé des motifs et il n'est jamais publié au JO. C'est pour ça que j'ai tenu à le rendre public. C'est pour ça que j'ai tenu à le rendre public. C'est une intention. Il y a quelque part une volonté de construire un véritable service public de télévision. Et moi, je vais plus loin. Un véritable service public de télévision à l'algérienne. Parce que pendant très longtemps, le concept de service public a été monopolisé. Donc il n'y a pas de recette miracle, là, monsieur. Par l'Union européenne. Heureusement, ça fait pas très longtemps, il a été repris par l'UNESCO, qui est une organisation de tous les États indépendants et qui reprend la définition pour essayer de l'élargir à tous ces pays. Et aujourd'hui, à partir de là, on sait, on ne va plus voir le service public ou les tentatives d'ancrage des missions de service public en Italie, en Angleterre, en Allemagne, etc. On peut regarder du côté du Liban, du côté par exemple de l'Éthiopie, qui sont en train de débattre sur le renforcement de ce secteur, de ce service public de télévision. Donc nous ne sommes pas seuls à nous battre pour ça. Il y a d'autres pays, des pays émergents, des pays ou des pays en voie de développement qui essaient d'aller vers le développement du service public de télévision. Donc il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de modèle à suivre, mais une stratégie algérienne. Tout à fait. La stratégie algérienne, ça reste à définir. Tout ça, il faut dire une chose très importante, c'est que cette loi de l'audiovisuel ou l'ouverture de l'audiovisuel au privé enlève le monopole de la télévision nationale. Un monopole de l'image peut-être. Monopole de l'image, monopole de l'espace publicitaire, monopole de l'espace audiovisuel en termes larges. Parce que depuis plus de 30 ans, les Algériens regardaient que la télévision algérienne et à travers la parabole, ils regardaient autre chose. Mais il y a eu beaucoup de débats là-dessus. La loi sur l'audiovisuel, est-ce qu'elle sert le NTV ou pas? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Moi, je dirais que oui. Pourquoi? Parce que ça va la renforcer pour améliorer la qualité de ses programmes et surtout pour rester toujours leader. C'est vrai que le débat sur la thématique et la télévision généraliste était quelque part pour protéger le NTV. Et aujourd'hui, il y a Est-ce que vous sous-entendez qu'elle a été rédigée pour renforcer le NTV? Oui, je sous-entends cela. Parce que dans la rédaction de cette loi, il y avait qui? Il y avait
tous les anciens responsables de la télévision, tous les anciens journalistes du secteur public, des gens de la radio, ce n'est pas les privés qui ont rédigé cette loi. C'est des gens des responsables qui ont dirigé la télévision publique. Je n'irai pas jusqu'à dire que cette loi est là pour protéger le NTV, mais elle est là d'abord pour ouvrir l'audiovisuel au privé, tout en prenant en considération la menace de la perte générale du monopole de la télévision publique. Parce que ce qui est important aujourd'hui, et c'est le cas pour toutes les télévisions d'Europe et d'Amérique latine, parce que vous savez, en Amérique du Nord, par exemple, il n'y a pas de télévision publique, mis à part le Canada. Mais aux États-Unis, il n'y a que des télévisions privées. Vous prenez l'exemple... Le modèle capitaliste américain. Oui, cela dit. Mais vous prenez l'exemple de la Chine, par exemple, ils n'ont pas de télé privée. L'exemple de la BBC, par exemple. Oui, mais attendez. Ce qui est très important à faire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase ou dans une étape où il y a un peu l'anarchie de l'audiovisuel. Il y a la télévision qui a le monopole sur l'info, le sport et quelquefois le divertissement, les feuilletons et tout ce qui s'ensuit. Et vous avez des télévisions privées qui essayent de prendre quelque part de marché à la télévision publique. Vous êtes d'accord avec moi, M. Lévy? Oui, mais... Juste pour engager la discussion. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui... Non, mais ce qui est... Poser une question... Je suis obligé de réagir. Vous êtes journaliste, vous m'interpellez, je suis obligé de réagir. Non, Mustapha, je vais d'abord définir ma réflexion. Quand l'ouverture... On prend toujours l'exemple de la France parce que c'est très proche de nous. Quand il y a eu l'ouverture de l'audiovisuel au privé en France, il y a eu ce qu'on appelle un deal entre les télés privées et les télés publiques. Le deal sur le JT de 20h. France 3 était obligé de descendre son JT à 19h30. M6 n'avait pas le droit de faire un JT à 20h parce qu'elle sait que le JT de 20h de France 2 est très important. Cela dit, il y a eu une vaste bataille entre TF1 et France 2 pour maintenir le JT. Finalement, le TF1, vu l'influence qu'elle avait étant en télévision publique et après avec les moyens colossaux qu'elle avait en télévision privée, avait gardé le monopole du JT. Parce que dans toute cette affaire, c'est quoi? C'est garder une ligne éditoriale pour une télévision publique ou privée. Aujourd'hui, quand vous regardez une chaîne privée parfois, vous dites, comme a dit Belkacem, elle fait presque du secteur public. Elle fait ce que... Quand je vois par exemple, sans citer de nom de chaîne locale, il y a des télévisions aujourd'hui qui ont des JT et ils traitent des sujets qu'on aurait aimé voir dans le JT de 20h. Alors que le JT de 20h de la NTV, c'est le plus regardé de tous les programmes de la télévision algérienne. Parce que malgré les critiques qu'on a contre la NTV, sur la qualité de ses programmes, etc., elle reste... Toujours est-il que c'est des critiques politiques. C'est-à-dire qu'il faut différencier... Non, pas seulement politique. Des critiques politiques. Pas seulement politique. D'ordre politique. Non, pas seulement d'ordre politique. Les programmes de Ramadan, les programmes des feuilletons. Mais la télévision, elle s'est améliorée. Elle a autorisé les privés à fabriquer ou à produire des programmes pour la télévision publique. C'est déjà une ouverture. Ça, on l'a complètement oublié. Et moi, Mustapha peut en témoigner, j'étais l'un des rares à dénoncer certaines critiques contre le NTV parce qu'elle ne se défend pas parfois. Souvent, pendant le programme de Ramadan, on dit... Oui, programme de l'NTV, Ramadan, etc. Alors que ce n'est pas la télévision qui a produit, elle a financé les programmes, mais c'est le privé qui a fabriqué ces programmes. Ce privé-là, aujourd'hui, qui immigre vers des télévisions privées et qui fait la même chose qu'il faisait pour la télévision. Tu es d'accord avec moi, Mustapha? Tu m'interpelles pour une troisième fois. Voilà. Si tu permets. Donc je reviens au principe de base, on revient toujours sur les concepts. Parce que là, je crois qu'il n'y a pas... On n'est pas d'accord notamment sur le concept du service public. Si, on est d'accord. Maintenant, comment tu le définis pour le futur? J'ai parlé tout à l'heure de... Non, le service public du futur. J'ai parlé tout à l'heure en citant les extraits de l'exposé de Motil sur le terme indépendance. Indépendance par rapport à qui? Donc, la définition du concept... qu'on importe pratiquement européocentriste, si vous permettez l'expression, du service public de télévision, c'est qu'il doit être indépendant et du pouvoir politique et des pouvoirs financiers. Voilà. Économiques. Tout à fait. Donc, quand on parle de publicité,
le service public de télévision doit avoir des rapports avec la publicité plus ou moins vigilants. Parce que le pouvoir économique peut intervenir sur la qualité, la quantité des programmes et leur programmation. Et il y a eu le cas du Ramadan. Oui, il y a le cas de Ramadan. Il y a des opérateurs qui ont demandé, le cas du Ramadan. Non, il y a des opérateurs un cas particulier. Oui, mais quand tu parles d'opérateurs, il y a des opérateurs qui te disent voilà, moi je veux sponsoriser ce programme, pas celui-là. C'est un cas particulier, le cas de Ramadan. Pour revenir, vous citez beaucoup l'exemple de la France. Sachez que c'est l'État français qui, à un certain moment dans sa politique, a décidé de favoriser la télévision privée. Et ce qui a fait qu'à un certain moment, une télévision privée française est arrivée à arracher pratiquement 150% du jugement publicitaire par rapport à un ensemble d'une quarantaine de chaînes de télévision. Oui, mais ça c'est par rapport à l'audience. On n'en est pas là aujourd'hui. Non, par rapport à l'audience. Ce n'est pas par rapport à l'audience. Si. C'est pas par rapport à une réglementation qui interdisait au service public de télévision de faire passer de la publicité au-delà de 20 ans. Ça, c'est quand il y a eu Sarkozy. Justement, je veux dire, s'il y a une volonté de l'État dans le cadre de l'ouverture de l'audiovisuel, qui est un acquis. Moi, personnellement, je considère ça comme un acquis. Une ouverture qui sera plus ou moins organisée et régulée grâce à la RAF. Voilà, qui sera organisée. Tout à fait. Le rôle de l'autorité de régulation. Voilà, la concurrence, le gisement publicitaire algérien est important. Il est tellement important qu'une chaîne basée à Tunis a fait de grands efforts pour essayer de prendre ce gisement. Et ce gisement reste encore, il se développera peut-être, Inch'Allah. Donc, ce gisement publicitaire, il ne faut pas que ce gisement publicitaire vous échappe. Soit... Non, je ne parle pas de ça. Soit instrumentalisé. Tout à fait. Pour que les pouvoirs de l'argent... Mais ça, c'est une question de qualité des programmes. Leur vision du monde économique et ensuite politique et sociale de l'argent. C'est pour ça, c'est ça. Mais cela, on revient à l'indépendance. On revient à l'indépendance de la télévision publique. L'universalité. Pardon. Que le service public doit garantir l'universalité, ça veut dire l'accessibilité à tous. Tout à fait. Il doit être innovateur. Et l'innovation n'est pas automatiquement rentabilisée dans les mois ou l'année ou les 2 années qui suivent. Qui doit être assurer la cohésion sociale et la fédération de toutes les couches sociales. Oui. Et ça, il y a ce qu'on appelle un État. Un État qui doit garantir ça. Il a des instruments qui lui permettent de garantir ça. L'un des instruments, c'est le service public de radio et de télévision. Monsieur Abdel-Denoui. Merci. Il est demandé au secteur public d'assurer un service public de qualité. La question qu'il faut se poser, c'est comment, au-delà des conditions à asseoir pour assurer ce service public, donc certaines conditions ont été énumérées par mon collègue Khalifi, donc l'universalité, l'accès pour tous, la créativité, l'excellence et la participation des citoyens. Il va falloir qu'on s'intéresse un petit peu aux contraintes que rencontre le secteur audiovisuel public actuellement. Actuellement, le secteur public il est confronté à un tas de contraintes d'ordre... Parmi elles, oui. Parmi elles, au plan des textes, par exemple, il va falloir adapter et assouplir
assouplir les cahiers des charges qui sont rédigés dès les années 91. Donc il y a des données technologiques, il y a des mutations sociales qu'a connues l'Algérie. Donc il va falloir un petit peu adapter les textes régissant un petit peu l'activité audiovisuelle. Au plan financier, ça a été un petit peu abordé, donc je ne vais pas m'attarder, mais la question aussi de la redevance, non seulement il est dérisoire, mais aussi il n'a pas bougé depuis plusieurs années. Donc à imaginer combien de logements, combien de foyers qu'on enregistre chaque année, mais le montant il est figé depuis plusieurs années. Et puis aussi même la répartition donc entre les trois opérateurs, TDA, Radio et le NTV. Il y a des contraintes aussi d'ordre logistique et technique. La radio par exemple et la télévision partagent actuellement le même immeuble. On ne peut pas s'organiser comme on veut, avec une certaine autonomie pour chaque chaîne et une certaine organisation adéquate avec les lieux et les locaux actuellement. Je parle aussi du côté technique, équipement, la mise à niveau de tout l'appareil de production qu'il va falloir conforter, quoique beaucoup de choses ont été faites ces dernières années, notamment à la radio. La ressource humaine qui a besoin aussi de formation et de perfectionnement pour pouvoir un petit peu accompagner les mutations qu'a connues le métier de la communication audiovisuelle. Je parle aussi de la question de la gouvernance et de la gestion et des procédures. Actuellement, on considère le NTV comme une simple entreprise économique qui produit, par exemple, des biens, alors que la radio et la télévision ont des spécificités. Justement, quel modèle pour demain? Il va falloir prendre la spécificité de ces entreprises. On ne peut pas les considérer comme des simples entreprises économiques, donc suivre la même procédure quand elle veut, par exemple, importer un équipement technique ou commercialiser un produit non, culturel, je pose etc. la question autrement, oui. Non, c'est important ce qu'il dit, c'est très important. C'est les contraintes. Nous avons des contraintes, et notamment des contraintes réglementaires. Je donne un exemple précis, concret. On produit un programme pour Ramadan, par exemple, comme le disait mon ami Salim. On le confie à un producteur exécutif, le contrat est signé pour 30 millions, 40, 50 millions de dinars, tout va bien. Tout va bien. Nous savons, par exemple, nous pouvons être convaincus que nous avons des capacités pour produire ce programme qui est proposé à 30 millions de dinars, nous sommes capables de le produire à 20 millions de dinars. Mais la réglementation nous interdit, par exemple, de sous-traiter un décor qui dépasse les 8 millions de dinars, par exemple. Parce que le décor est très important dans la production d'une émission. Ça, le commun de mortel ne le sait pas. Le commun parce que c'est des contraintes réglementaires, parce que aujourd'hui, au niveau des institutions publiques, il y a une ambivalence. Il y a une ambivalence qui a toujours caractérisé la radio et la télévision. Il y a une ambivalence. On ne sait pas si on est une entreprise d'État, comme toutes les autres entreprises de production et de services, où on est un service public de télévision qui est soumis à l'actualité, qui est soumis à l'événementiel et qui est soumis à une plus de flexibilité, à une décision plus rapide. Donc surtout aujourd'hui, beaucoup plus qu'auparavant. Nous sommes soumis à la concurrence, donc nous devons bénéficier des mêmes possibilités que les concurrences. Et c'est aux téléspectateurs de nous juger sur la qualité de nos programmes. Ça, après. Oui, monsieur. Non, moi je crois que les problèmes qui ont été évoqués, de gestion quotidienne, de gouvernance, etc., qui sont d'ailleurs les caractéristiques au niveau de l'ENTV, de l'ENRS, le PRS, comme il y a eu la preuve de la restructuration, celles qui sont nées, il y en a une qui a déjà coulé, justement parce que c'est lié à tous ces problèmes. On ne lui a pas donné les moyens, on lui a pas... Enfin, tous ces problèmes, moi je crois que ce sont tous ces problèmes de gestion
j'allais dire presque quotidien, et de logistique, de bureaucratie. De gestion ou de contraintes? Parce que de gestion, de tout un peu, un peu de tout et de tout un peu, dans tout ça. Mais c'est un peu commun, c'est un peu commun à beaucoup de nos entreprises économiques et industrielles qui connaissent ces problèmes de gouvernance, tout particulièrement après les restructurations parce qu'il ne faut pas oublier que si la restructuration avait été faite, même pour la RTA, c'est parce qu'il y avait déjà des problèmes qui existaient lorsqu'il y avait une seule entreprise, comme pour d'autres entreprises. Mais moi, je crois que là, c'est toute une émission à faire autour de la gestion des entreprises publiques, de l'audiovisuel. Maintenant, pour le service public, je reviens toujours à c'est pas mon dada, c'est pas mon annexe, c'est parce que c'est l'amoud fiqari, la colonne vertébrale de la loi sur l'audiovisuel, c'est cette fameuse autorité. Bon, je parle un tout petit peu de ma petite et modeste expérience, puisqu'on est passé par le temps dans les années 90 avec le CSI. Qui s'occupait aussi d'audiovisuel. Qui s'occupait aussi d'audiovisuel, mais qui a été stoppé en plein vol. Voilà. Stoppé en plein vol par on ne sait quel drone. Donc, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est s'occuper un petit peu, c'est cette autorité qui va en fait être l'alpha et le carrefour et le rond-point, l'alpha et l'oméga de toute la problématique du service public, pour qu'il n'y ait pas des contraintes, c'est-à-dire du pouvoir économique, du pouvoir politique, le problème de la publicité, le problème demain, le JT, la redevance. Ça va être une sorte d'institution. C'est à elle qui va, et on espère qu'elle va aborder, et elle devra aborder tous ces problèmes, mis à part les problèmes de gestion quotidienne qui relèvent de l'autorité de tutelle, de l'exécutif. Donc c'est leur affaire. C'est leur affaire. S'il y a un siège depuis 50 ans 50 ans que nous n'avons pas, on n'a pas bougé de cet endroit, du boulevard des Martyrs, on ne sait plus, je crois bien que les... Il y a encore un sacré député qui n'a pas de PE. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Donc, et là, c'est un problème d'exécutif et non pas de le service public qui concerne tout le paysage audiovisuel, mais fait le secteur public. Bien sûr, avec comme réalisation prioritaire, en tant que citoyen, on voudrait bien que le secteur public se renforce, devienne crédible, plus crédible qu'il ne l'est, ou la moins incrédible qu'il l'est, donc, etc., etc. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite. Et on souhaite que le privé se développe en faisant face aussi aux suggestions de services publics. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr, le service public, il y a des compensations. Il faut aussi qu'on se mette ça dans la tête, parce que service public demain, mais vous demandez à un journal, il y a même, je crois, on a même parlé à un certain moment, j'ai entendu ça quelque part, une charte ou une loi du service public qui s'appliquerait un peu de tout le monde et qui serait acceptée par tout le monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous dirais que c'est difficile, il n'y a qu'à voir les enseignants, les trucs, c'est un petit peu le rôle de l'autorité de régulation. Elle doit veiller à... C'est comme demain pour la presse écrite, il va y avoir le même truc, l'autorité. Oui, monsieur Selma. Oui, moi je suis rapidement un peu... parce qu'on arrive un peu... Oui, non, je voulais juste dire en fait que ce que disait Moustapha Khalifi et notre ami de la radio est très important, mais vous savez, on est à quelques mois seulement de l'adoption de la loi qui n'a pas encore été promulguée. Je parle de l'adoption, après la promulgation, et il y a déjà des chaînes qui ont une année ou deux qui sont déjà sur le terrain. Moi, je pense qu'il faudrait profiter de cette situation pour, disons, améliorer ce qui est déjà sur le terrain. La télévision, il ne faut pas oublier, la télévision publique, elle a des choses que la télévision privée n'a pas. Parler de l'exiguïté des studios, aujourd'hui, les télés privées n'ont pas de studio. Il y a un opérateur qui a construit un studio dans sa propre villa ou là dans son propre appartement. Il faut se rendre compte
compte que vous avez un avantage sur les privés. Aujourd'hui, il faut en profiter pour améliorer la qualité des programmes, améliorer les choses. C'est ça le plus important. Quand tu parlais, Mustapha, de l'indépendance, moi, j'ai toujours encouragé ou, disons, favorisé la création d'un groupe public de télévision, comme ça se fait en Europe, comme ça se fait en Amérique du Nord. Parce que le groupe, c'est quoi? Ça renforce les télévisions publiques. Mais ça protège aussi des télévisions privées qui ont un pouvoir d'argent. Il ne faut pas oublier, il y a des groupes dans les télés privées qui ont été créés, qui sont financièrement à l'aise, qui peuvent se renforcer d'année en année. Ce que la télévision possède actuellement, c'est l'expérience, la ressource humaine. Elle a des caméramans, des techniciens, des machinistes, ce que la télévision privée n'a pas, qu'elle est en train d'apprendre sur le tas. Il y a des caméramans qui étaient avant chauffeurs, qui sont devenus aujourd'hui caméramans dans une télé privée. C'est ça le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait profiter de cette situation pour améliorer le secteur public, pas attendre que voilà, la redevance ou là, je ne sais pas moi, parce qu'il ne faut pas oublier la tévision. Une télévision allemande qui fonctionne avec 7 milliards d'euros. La télévision algérienne, il ne faut pas oublier, elle a quand même plusieurs entrées financières. Elle a la subvention du ministère, elle a la redevance, elle a la publicité. Et les tarifs publicitaires de la télévision publique, c'est les plus élevés dans le domaine audiovisuel. Tu es d'accord avec moi? Donc c'est pour ça que je disais qu'au contraire, moi je pense que cette loi ou cette ouverture vers le privé va donner des ailes à la télévision publique, va lui donner une force pour, disons, accentuer son avance sur les télés privées. Cela dit, d'ici 10 ans, on en parlera. Il y aura des télés privées qui vont émerger, qui vont devenir puissantes. Justement, on va se menacer, qui vont menacer ou la concurrencer le secteur public, comme le fait en Europe certaines chaînes de télévision. Il y a aussi garder le monopole du sport. Aujourd'hui, une chaîne de télévision comme Al Jazeera ou Bein Sport, comme elle est devenue aujourd'hui, pour filmer un match ou mettre en scène un match, il faut 30 caméras. Aujourd'hui, aucune télé privée ne peut avoir 30 caméras pour filmer un seul match. Pour la Coupe du Monde, il faut 80 caméras pour un seul match. C'est pour ça, pour vous dire que la télévision, ça devient une affaire très très importante techniquement. Et quel modèle, Mustapha Khalifi? On va essayer de se projeter sur le futur. Parlons de modèle. J'ai vu le débat à l'Assemblée. La majorité des députés, ils avaient quoi comme modèle, M. Khalifi? Ils avaient le Jazeera. Alors que c'est le mauvais modèle qu'il faut choisir. Le Jazeera, quand elle a démarré, elle avait quoi comme modèle? Elle avait la BBC. La majorité des journalistes qui ont été recrutés étaient un projet de création d'une radio BBC arabique à Londres, financée par l'Arabie Saoudite et qui a été abandonnée par l'Arabie Saoudite et qui a été récupérée par le Qatar. Et c'est ça le plus important. Il faut avoir une vision plus occidentale, pas arabe, dans des modèles qui ne sont pas un petit peu de notre... pas disons dans notre espace culturel, mais disons dans notre espace visuel. Monsieur Mustapha Khalifi, quel modèle pour l'audiovisuel public algérien dans le futur? Avant de parler du modèle, je reviens sur l'autorité. C'est pas pour le contredire, pour l'autorité. Non mais Mustapha, juste pour parler de l'autorité, pardon Mustapha. Moi j'étais étonné qu'on a commencé à parler de la loi, de l'article 7, de la thématique, etc. Alors que la chose la plus importante dans cette loi, c'est quoi? C'est l'autorité de régulation. C'est ça le plus important. Le Maroc, la Tunisie, ils ont créé des lois pour créer l'autorité. Ils ont créé des autorités, mais ils ne cherchent pas des articles à verrouiller ou là à ouvrir ou là, etc., etc. Le plus important, c'est l'autorité de régulation. Vous êtes au courant. Aujourd'hui, je suis sûr que l'autorité ne sera pas créée d'ici 6, 7, 10 ans plus, peut-être un an. Parce que, je vous cite l'exemple du CSA français. Il a été créé quand, le CSA français? En 86, soit presque 4 ans après l'ouverture audiovisuelle au privé. Ça veut dire qu'il y a une réflexion, il y a une assise, il y a tout quelque chose qui s'installe pour trouver les membres. Les membres, il faut des gens qui suivent les programmes des autres télés. C'est toute une industrie, l'autorité de régulation. Voilà, c'est ça. Les membres et puis produire les textes nécessaires. Tout à fait, tout à fait. Même, je ne peux pas préjuger de temps que ça peut prendre pour l'installation de cette autorité. Pas avant 6 mois. Moi, je considère que c'est l'une des innovations majeures
de ce projet de loi sur l'audiovisuel. C'est l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Cette autorité permettra, elle a plusieurs missions. Elle a une mission de conseil, une mission de contrôle, et je crois que c'est elle qui distribue les fréquences. Et d'arbitrage aussi. Et elle a une mission d'arbitrage. C'est un juge. Donc c'est un gendarme, c'est un juge. Moi, à mon avis, elle doit être créée avant au moins le Ramadan. À mon avis. Je ne préjuge pas, je ne parle pas du 6 début mois, de c'est pas sa beaucoup de création. temps. Entre parenthèses. Je ne préjuge pas. S'il y a une volonté réelle de l'État qui est exprimée à travers l'exposé des motifs, à travers les débats, etc., elle peut être créée. Elle peut être créée quelques semaines après la promulgation de la loi. Rien n'empêche sa création. Pour la stratégie de l'avenir, pour la télévision publique, j'y reviens. Une précision. Moi, je travaille à la télévision publique algérienne et je suis en même temps observateur et je ne vois pas de frilosité ni à la télévision ni d'ailleurs à la radio concernant l'ouverture du champ audiovisuel. Donc j'ai dit tout à l'heure au début de mon intervention qu'on était seul, on va devenir leader. Et je vous garantis qu'on a les moyens de rester leader pour longtemps. Ça n'empêche pas. C'est une promesse alors. Ça n'empêche pas, oui, ça peut être une promesse, mais ça n'empêche pas que face au nouveau défi, elle est obligée de se consolider, de s'actualiser, de se renforcer, d'avoir beaucoup plus de moyens de financement, d'avoir beaucoup plus d'espace de production, d'améliorer les compétences et de ces managements et de ces métiers principaux et de ces métiers périphériques, et ça n'empêche pas. Nous avons des défis parce que nous sommes et nous allons encore plus dans la complication du numérique. Vous savez, qu'il y a une étude internationale qui dit que pour aller complètement au numérique, pour une télévision moyenne, de petite taille, il faut l'équivalent de 100 millions d'euros. C'est très lourd pour une télévision moyenne. Pour aller au numérique, il faut revoir son organisation, revoir son management, revoir sa structuration, revoir les compétences de ces ressources humaines. Aujourd'hui, un journaliste, le journal de l'avenir, ça doit être un journaliste cross-média. C'est un journaliste qui intervient sur Internet, sur la radio, sur la télé, sur tous les supports, sur le mobile en même temps. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des défis externes. Notre préoccupation, c'est les défis de l'avenir. Et c'est ça la télévision. C'est ça la télévision de l'avenir. Et c'est ça le service public de télévision de demain. C'est ça. Et vous n'avez pas précisé le modèle, Moustapha. Le modèle. Le modèle, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par modèle? Quand vous parlez de restructuration, moi je suis d'accord avec vous. Le modèle, il faut avoir... C'est simple. Nous, quand on voit l'expérience étrangère, c'est pour avoir plus de renseignements. Parmi les éléments de modèle, nous savons que par rapport à la concurrence, la majorité des services publics de télévision ont apporté la réponse de regroupement. Voilà. Donc vous allez vers le groupe. Pour ce qui concerne la télévision, le modèle le plus indiqué, c'est d'aller vers le groupe. Aujourd'hui, nous sommes 5 chaînes, c'est une réalité. Nous sommes 5 chaînes fondues sur une seule. Une seule administration de ce modèle de groupe pour essayer de donner plus de capacité, plus de force de frappe à nos 5 chaînes et peut-être aux chaînes futures. Merci Monsieur Moustapha Khalifi, sociologue de formation, homme de télévision, d'avoir participé avec nous à ce débat autour du service public dans le paysage médiatique. Le temps qui nous est imparti malheureusement a pris fin.
Merci également Mohamed Badreddine, assistant du directeur général de la Radio Nationale. Également à vous, un grand merci. Salim Agar, du journal L'Expression. Vous êtes également critique cinéma et réalisateur. Et monsieur Belkacem Hassan Djabla, professeur associé à l'École nationale de journalisme. Merci d'avoir participé avec nous à cette émission. Ancien régulateur du CSI. Du CSI pour confirmer. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. En espérant vous rencontrer la semaine prochaine pour un nouveau thème de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.